Tout au début de l'année, on pense qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui vont arriver. On est obligé à plusieurs reprises de corriger ces chiffres et à la fin de l'année 2015, justement, on s'est rendu compte finalement c'est 1 million de personnes qui sont arrivées en Allemagne. Dans un deuxième temps, ce que j'aimerais bien discuter avec vous, justement, c'est l'opinion publique. Parce que ce qu'on a beaucoup vu dans les médias français, c'est justement les images, septembre 2015, c'est des personnes qui sont dans les gares en Allemagne, qui sont là pour accueillir les réfugiés, qui sont là pour applaudir, pour distribuer des jouets, pour distribuer les vêtements, etc. Mais justement, la grande question qui se pose, bien sûr, est-ce qu'il y avait un changement de l'opinion publique allemande au fur et à mesure? Puis, bien sûr, la grande question qui se pose, parce que ces personnes sont arrivées en 2015, mais c'est des personnes qui viennent notamment de la Syrie, de l'Irak, etc., c'est des personnes qui vont rester en Allemagne, au moins pour un certain moment. Et la grande question qui se pose aujourd'hui en Allemagne, c'est justement la question de l'intégration. Et puis, je préparais quand même une toute petite partie justement sur le mouvement Pegida, qui est un mouvement populiste, c'est des patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Et justement, je voulais vous parler un tout petit peu du parti populiste AfD, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne. C'est un parti qui est pas mal comparé avec le Front National, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quelque chose de complètement nouveau en Allemagne. Alors, pour commencer, pour moi, c'était quand même important de revenir sur quelques termes juridiques, parce que ce qu'on a constaté justement en 2015, c'est que dans les médias français, on parlait, justement tout à l'heure on en a discuté, des migrants. Alors qu'en Allemagne, dès le début, on parlait des réfugiés. Alors qu'il y a bien sûr une grande différence entre migrants, donc quelqu'un qui vient parce qu'il cherche un travail, du CDP, etc., et les réfugiés qui viennent justement parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. Donc en Allemagne, justement, il y a des migrants qui arrivent, mais il y a aussi des réfugiés qui arrivent. Exactement la même chose en France d'ailleurs. Bien sûr, chaque pays a le droit de décider qui a le droit d'entrer sur son territoire, mais bien sûr, tous les pays sont aussi liés à un droit international. Et là, justement, je vous ai mis la Convention de Genève parce qu'elle était pas mal citée justement dans la presse. Convention de Genève qui entre en vigueur en 1954, qui a été signée par 150 États, dont l'Allemagne et bien sûr tous les États membres de l'Europe, et justement qui indique le principe de non-refoulement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de renvoyer quelqu'un dans un pays où il sera persécuté. C'est important de se rappeler de ça tout à l'heure, quand je vous explique un peu ce qui se passait en Allemagne et ce qui se passe en Europe. Puis en Allemagne, ce qui est si important, c'est de citer l'article 16a de la loi fondamentale. C'est un héritage direct de l'histoire douloureuse de l'Allemagne, donc justement de permettre aux gens qui sont persécutés dans leur pays de venir en Allemagne pour chercher l'asile. Donc l'article 16a qui dit les persécutés politiques jouissent du droit d'asile en Allemagne. C'est important, ça joue un rôle au moment où Angela Merkel décide d'ouvrir les frontières en septembre 2015, au moment où les gens sont un peu bloqués en Hongrie. Alors, je vous ai mis, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas tout lire, tout voir, mais ce qui est important justement de voir cette vague. En Allemagne, il y avait deux grands pics. Ici, vous avez justement le chiffre des années 80 jusqu'à 2015. Et vous voyez justement, il y avait très peu de demandes d'asile en Allemagne, et vous avez un premier grand pic dans les années 80, notamment 92, et puis le deuxième pic en 2015. C'est très important. Vous avez bien sûr fin des années 70, ça monte un tout petit peu, c'est le moment du putsch militaire en Turquie, c'est le moment où le Boutpipe vietnamien arrive en Allemagne. Vous avez milieu des années 80, les premiers Irakiens et Iraniens qui arrivent en Allemagne. À tout cela, tout de suite, l'Allemagne réagit avec une politique beaucoup plus restrictive quant à sa politique d'asile. C'est-à-dire qu'on dit ces gens-là, ils n'ont pas le droit de travailler tout de suite, ils doivent attendre. Les ressortissants depuis d'origine, donc Iran, Irak, etc., ils ont l'obligation d'avoir des visas pour rentrer chez nous, etc. Donc tout d'abord, une politique restrictive, c'est important, gardez ça en tête pour tout à l'heure. Et puis, donc viennent les années 90, c'est la guerre en Yougoslavie, c'est un premier pic en Allemagne. L'année 92, justement, c'est souvent la référence quand on parle de la crise des réfugiés en 2015, justement tout le monde a dit, on avait ce premier pic de demandeurs d'asile en Allemagne dans les années 92. Les gens y viennent, notamment en Allemagne, parce qu'ils ont déjà la famille là-bas. C'est des gens qui sont arrivés pendant les années 60, 70, parce que c'était des travailleurs invités, des gastarbeiters qui travaillent et qui arrivent donc en Allemagne.
Une fois de plus, l'Allemagne réagit avec une politique plus restrictive. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'Allemagne décide d'utiliser une politique de dire que certains pays sont des États dits sûrs, c'est-à-dire quand vous venez d'un État dit sûr, vous n'avez pas le droit de demander l'asile en Allemagne, etc. Bon, après, ça s'est beaucoup calmé, vous voyez, hein, ça descend au fur et à mesure. C'est aussi parce que la situation se calme un peu dans les Balkans. Mais en général, ce qu'on constate à ce moment-là, années 92, c'est justement, et là je vous ai mis une autre statistique, vous avez en bleu justement les demandes d'asile qui ont été faites à l'échelle européenne. Et vous avez une courbe rouge qui montre les demandes d'asile qui ont été faites en Allemagne. Et on constate notamment que dans les années 92, justement, il y a beaucoup de demandes qui sont faites en Allemagne, autour de 70%. Et il y a beaucoup moins de demandes qui sont faites à l'échelle européenne. Et puis, ça se calme beaucoup pendant les années qui suivent, et puis ça baisse à peu près à 20%. Pourquoi? C'est justement les fins des années 80-90 qu'on se rend compte que l'Europe joue un rôle dans tout cela. On commence à se dire qu'il faut une politique européenne. C'est le moment, années 85, où Schengen entre en vigueur. Et quelqu'un qui dit liberté de circulation pour plusieurs raisons, etc., dit bien sûr aussi libre circulation éventuellement des réfugiés, des migrants. Donc on se rend compte qu'il faut réagir à tout cela, et c'est à ce moment-là, et plus précisément justement en 90, que Dublin entre en vigueur. Dublin, d'ailleurs vous entendez beaucoup parler de Dublin, que Dublin actuellement ça ne fonctionne pas, etc. Donc Dublin qui entre en vigueur justement pour réagir. Qu'est-ce que Dublin veut dire? En gros, quand vous entrez sur le territoire européen, vous êtes censé de faire votre demande d'asile là où vous entrez sur le territoire. Ou bien quand vous avez la famille dans un autre pays, vous avez aussi le droit de faire la demande dans ce pays-là. À la base, l'idée, c'était justement d'éviter, je vous ai mis les deux termes ici, d'éviter des refugees in orbit, donc justement d'éviter que les gens ne trouvent pas un pays où ils sont acceptés, donc qu'aucun pays se sent responsable pour un réfugié qui arrive sur le territoire européen. Et l'idée, c'était aussi d'éviter le asylum shopping, donc d'éviter que les gens ils font plusieurs demandes dans plusieurs pays pour voir à peu près dans quel pays ils sont acceptés ensuite. Deuxième composant, bien sûr, le traité d'Amsterdam. On décide d'harmoniser la politique d'asile, donc justement éteignez vos portables, s'il vous plaît. De communautariser la politique, d'harmoniser le plus possible les standards dans les différents pays. On va voir beaucoup plus tard, et justement en 2015, au moment où la crise commence, que ça ne peut pas du tout fonctionner, que les standards entre les différents pays européens sont très différents. Mais justement, au moment où le traité d'Amsterdam entre en vigueur, on pense encore qu'on arrive à harmoniser. Plusieurs défis se posent justement. Il y a des négligences. Amsterdam n'a pas tout prévu. Et je dis ça pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, vous avez actuellement pas ou peu de possibilités d'entrer sur le territoire européen quand vous êtes réfugié d'une manière légale. Donc, de prendre tout simplement l'avion et d'arriver sur le territoire européen. Donc, vous arrivez en bateau. Ces derniers 15 ans, 20 000 personnes qui sont mortes au moment où ils ont essayé d'entrer sur le territoire européen. Rien que pour l'année 2015, pratiquement 4 000 personnes. 2016, ça continue. C'est un grand problème pour l'Europe et ses valeurs. Deuxièmement, donc, Dublin, je vous en ai parlé, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bien sûr, on peut reprocher à l'Italie et la Grèce, qui étaient les deux pays les plus concernés justement par l'arrivée des réfugiés, de ne pas avoir enregistré tout le monde chez eux. C'était leur obligation normalement avec Dublin. Mais en même temps, les autres pays n'ont pas fait grand-chose non plus pour aider l'Italie et la Grèce au moment où tous ces réfugiés arrivaient dans ces deux pays. Donc Dublin, actuellement, ne fonctionne pas. Et troisième défi, ou troisième problème pour moi, c'est justement qu'aujourd'hui, il y a 6 États membres de l'Union européenne, or qu'on est 28, qui accueillent 80% de réfugiés. 6 pays qui accueillent 80% de réfugiés. Et ce sont bien sûr l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, mais aussi la France et bien sûr la Suède. C'est ça. Allemagne, Autriche.